Yep, salut les gens. Aujourd'hui on est au musée d'ethnographie. Donc c'est le bâtiment qui est tout à fait magnifique et tout à fait moderne qui est derrière moi. Donc bon, il n'a pas encore ouvert, il ouvre d'ici 5-10 minutes. Donc je vous dis à tout de suite. Bon, le musée d'ethnographie étant un musée tout à fait récent, il n'y a pas encore beaucoup de gens qui l'ont vu. Donc j'ai un petit peu le privilège d'être parmi les premiers. L'ethnographie, c'est l'étude des ethnies. Donc une ethnie peut être aussi bien une peuplade en Amazonie que les Savoyards. D'ailleurs, la première fois que je suis venu, ça m'a tout à fait étonné de voir des objets qui sont savoyards, des objets qui sont africains, des objets qui sont vraiment de partout. Le musée étant très récent, le bâtiment est ultra moderne. Il est vraiment magnifique comme vous avez pu le voir derrière moi. Donc là de nouveau nous avons une magnifique architecture. À droite nous avons un vestiaire qui est tout à fait génial avec des casiers, il vous donne un jeton, c'est tout à fait génial. Là nous avons un auditorium, je ne sais pas si je vais pouvoir vous le montrer. Et nous avons le petit escalier fort sympathique qui descend et que je trouve aussi tout à fait magnifique. Étant un grand fan d'architecture. Malheureusement j'ai peur que ça résonne un peu sur la vidéo, étant donné que c'est quand même des grands espaces plutôt vides. Donc moi je vais vous montrer l'exposition permanente, étant donné que la temporaire est une exposition payante sur l'Amazonie. Bon, pour de multiples raisons, les expositions temporaires sont payantes, entre autres parce que c'est des expositions qui coûtent plus cher que les expositions permanentes. Au musée d'ethnographie, il y a beaucoup d'instruments de musique d'ailleurs. Donc c'est tout à fait intéressant avec des échantillons musicaux d'un peu partout. Donc bon, là je me dirige vers la deuxième entrée de l'exposition parce qu'il y avait des gens par là-bas, donc je voulais pas trop les déranger. Donc je vais essayer de vous montrer 2-3 choses intéressantes dans l'exposition. Bon, nous sommes à peu près au centre de l'exposition permanente. Donc bon, tout au fond, c'est toutes les îles. Bon, l'Australie est comptée comme une île, la première colonne de vitrine. Ensuite, la deuxième colonne de vitrine, si je dis pas de bêtises, c'est l'Afrique. Au centre, c'est tout ce qui est Europe. Ensuite, ici, c'est les Amériques. Et de ce côté, c'est l'Asie. Avec ce magnifique Bouddha. Nous sommes devant la vitrine hindoue. Donc en haut, nous avons Kamadena, la vache cosmique. Je ne sais pas du tout si on va bien la voir. Après, nous avons Vishnu, Ganesh. Et ensuite, bon, je ne vais pas vous dire les noms comme je suis très mauvais en prononciation. Nous avons d'autres icônes de la religion hindoue. Nous sommes devant la vitrine bouddhiste. Donc bon, nous avons différents Bouddhas. Un qui a été taillé dans du bois, un qui est en bronze, si je dis pas de bêtises. Dans différentes postures. Donc voilà. Et la chose que je voulais vous montrer dans cette vitrine, c'était ce chapelet qui est en haut. Excusez-moi, je bouge le trépied. Ce chapelet qui est tout à fait énorme est un chapelet pour 1 million de répétitions du nom de Bouddha. Donc globalement, nous, Européens, vous devez tous connaître le chapelet qu'on a pour réciter notre Père. Bah eux, ils avaient ce chapelet qui était là pour faire en répétition au nom de Bouddha 1 million de fois. Ce chapelet a été utilisé par plusieurs moines en même temps. Bon, nous sommes au niveau d'un îlot central au début de l'exposition, où il y a beaucoup d'objets d'un peu partout. Et je me suis arrêté sur cet objet. Donc c'est un petit meuble, c'est un cabinet eucharistique, excusez-moi, petit problème de prononciation, qui est tout à fait magnifique, qui est incrusté de nacre et de beaucoup d'autres matériaux. Il est tout simplement magnifique, avec beaucoup de petits tiroirs et tout. Quand je vois ça, je me dis que nous, avec notre pauvre commode suédoise, on est quand même bien loin de ce qu'ils faisaient au XVIe siècle. Après, nous avons également en nacre, la nacre étant un composé qu'on récupère dans les coquillages, principalement. Les perles sont également en nacre. Nous avons ce coffret qui est également un coffret eucharistique. Donc bon, ce sont des objets religieux à l'origine. Les deux viennent du Mexique. Et à côté, nous avons également un petit miroir orné de nacre. Bon, je sais pas trop si on va voir sur les images, mais la nacre fait des petits reflets irisés, tout
tout à fait magnifique. En plus nous avons les reflets sur les vitrines, donc j'espère que les images sont vraiment bien. Nous sommes devant deux verres dits rouge d'or. Ce sont des verres qui viennent de République tchèque, qui datent du XXe siècle, qui sont en cristal de Bohême taillé et en feuille d'or. Bref, c'est pas ça que je voulais vous dire. Ce sont des verres qui sont tout à fait magnifiques, mais il y a une chose que je reproche au musée d'ethnographie, c'est qu'ils ont une collection d'objets tout à fait incroyables et ils sont tous magnifiques et d'un intérêt incroyable. Le problème que j'ai, entre guillemets, et que je pense que d'autres personnes néophytes dans mon genre ont, c'est que tous ces objets ne sont pas forcément accompagnés d'une description très complète. Donc nous avons... moi j'ai tendance à me poser des questions sur ces objets, à quoi ils étaient destinés, à quoi ils servaient. Donc bon, je trouve ça un petit peu dommage les descriptions. Je vais essayer de vous en montrer une, donc justement des verres tout à l'heure, si ma caméra veut faire la mise au point, voilà. Donc voilà, vous voyez, il y a l'endroit d'où ils viennent, la date, le matériau. Donc il y a des matériaux tout à fait what the fuck parfois. Donc des poils. Donc tout à l'heure, ouais, j'ai vu un objet, c'était avec des poils de roussette par exemple, donc des poils de chauve-souris. Et le nom de la personne qui l'a donné. Et malheureusement, on n'a pas plus d'informations si c'était un verre destiné pour une fête, si c'était un verre religieux. Donc bon, moi je trouve ça un peu dommage. Oui, nous sommes au niveau d'une vitrine de modèles réduits et de différents objets que je vais vous présenter, qui étaient destinés aux enfants. Bon, l'origine n'est pas vraiment déterminée, ils hésitent entre Guyane française et Suriname. Et d'ailleurs, je vais m'excuser des reflets que nous avons. J'ai des panneaux lumineux blancs derrière moi qui font des reflets très importants sur la vitrine. Donc, nous avons un modèle réduit d'une cabane, un modèle réduit d'une pirogue. Je vais essayer de vous faire un zoom si la caméra accepte de faire une mise au point. Le modèle réduit d'un hamac. Deux paniers. Donc, tous ces objets étaient destinés aux enfants. Donc, c'était globalement leur jouet. Nous sommes devant une vitrine avec une flûte taillée dans un fémur humain. Ce genre d'objet, je me demande toujours quelles sont leurs origines. Car il y en a quand même pas mal où il y a des crânes, des os humains qui ont été transformés. Je me demande toujours si c'est le voisin que t'allais massacrer à coups de hache parce qu'il te saoulait et que t'as décidé de faire un instrument de musique avec sa jambe, ou alors si c'est ton oncle que tu voulais garder un petit morceau parce qu'il te manque. Je sais pas trop, c'est le genre d'objets qui me font poser des questions et rigoler doucement. À côté, nous avons un autre objet que je trouve amusant. Bon, pas pour l'animal, mais ce sont des dents de tigre. Nous sommes devant une herminette. Une herminette, je ne sais pas exactement, c'est un outil qui servait à quoi. Mais une chose qui m'a choqué, entre guillemets, sur cet objet, c'est que sa tête est en pierre, en fait. C'est du basalte, donc une roche volcanique. Et la chose qui est impressionnante, c'est que la pierre a l'air tellement parfaite, taillée tellement avec perfection, que ça a l'air d'être du métal forgé, quelque chose comme ça. Alors que c'est une pierre volcanique qui est vraiment très très dure, donc très difficile à façonner normalement. Et sa tête est vraiment d'une perfection incroyable. Je ne sais pas vraiment si on va voir sur les images. Bon, ici nous avons de nouveau une autre herminette. Bon, celle-là c'est une herminette de cérémonie. Donc elle est vraiment magnifique. Tout le manche est sculpté vraiment très délicatement. Bon, je m'excuse de nouveau de tous les reflets que j'ai dus aux vitrines. Mais de nouveau, la tête est en pierre. Et cette tête est vraiment parfaite. C'est une pierre taillée mais à la perfection. C'est vraiment... bon, moi je trouve ça perturbant de pouvoir tailler une pierre aussi bien. Nous sommes devant un traîneau qui a été sculpté dans de l'ivoire. Ce traîneau provient de Russie. Il n'est pas précisé de quelle espèce animale provient l'ivoire. Comme les éléphants ne sont pas le seul animal à avoir de l'ivoire. Donc il y a également les morses, les narvals, entre autres. Et les défenses de ces animaux proviennent toutes de la mâchoire supérieure en fait. Globalement c'est une dent qui se développe pour faire une défense donc de morse ou d'éléphant. Et le narval c'est également une dent qui provient de sa mâchoire supérieure, qui s'est développée pour faire ce rostre. Bon, juste à côté du traîneau, il y a également cet échiquier et cette boîte qui sont tous en ivoire. Ces pièces
sont vraiment magnifiques. Je ne sais pas avec quoi ont été teintées les pièces qui sont rouges. Je vais essayer de vous les montrer d'un peu plus près parce que les sculptures sont vraiment très précises. Pour un objet, globalement les soldats que nous voyons à l'image et les cavaliers font dans les 2 cm pour les soldats, 3 cm pour les cavaliers. Bon, le roi et la reine, tout ce qui est fou et tours, les tours sont en fait des petits éléphants, tout cela sont plus grands. Je dirais que pour le roi et la reine, ils doivent faire dans les 7-8 cm. Bon, pareil de l'autre côté en rouge. Je ne sais pas du tout avec quoi ils ont pu teinter de l'ivoire pour qu'elle soit sous rouge, car ces petits personnages sont vraiment perturbants, comme en fait c'est tellement parfait, tellement bien taillé que je dirais presque du plastique en fait, alors que bon c'est bien de l'ivoire. À ma connaissance ils exposent que de vraies pièces au musée d'ethnographie, donc pas de copies. Et nous avons cette boîte aussi qui est magnifiquement sculptée. Oui, il y a 2 choses qui reviennent très régulièrement dans le musée d'ethnographie. Ce sont les objets en rapport avec les croyances religieuses, donc tout ce qui est amulettes, objets cérémoniels. Et une autre chose qui fait partie de la nature de l'homme, c'est tout ce qui est armes. Bon, il y en a quelques-unes qui sont destinées uniquement à la chasse, mais une grande partie des armes qui sont exposées ici étaient destinées à massacrer son prochain. C'est une chose que l'on peut affirmer sans trop de difficulté, c'est que toutes les civilisations, tous les peuples se sont toujours foutus sur la gueule avec leurs voisins. Ça fait partie de la nature humaine. Oui, nous sommes devant une vitrine comportant tout l'équipement d'un guerrier indonésien. Je ne sais pas quel était le nom des guerriers indonésiens. Nous avons donc un bouclier comprenant des fibres végétales qui ont été tressées, une parure, donc la coiffe qui est en haut. Je ne sais pas si ça va se voir sur l'image, mais la petite protubérance à gauche, c'est un bec d'oiseau. Donc une parure certainement avec une symbolique que je ne connais pas malheureusement. Et nous avons une cuirasse qui est également en fibre végétale. Vous vous dites comme ça, elle a l'air de rien. Je vais changer de vue pour que la voyez un peu mieux à cause du reflet. Donc globalement, ce sont toutes des fibres végétales qui sont entremêlées les unes dans les autres. Malgré son air de rien, les fibres végétales protègent quand même beaucoup de tout ce qui est coupure et les pointes. D'ailleurs, bon, c'est pas vraiment une fibre végétale comme c'est une fibre animale, mais la soie a été longtemps utilisée dans les gilets pare-balles pour protéger des balles du fait de leur grande résistance. Donc la tête d'une fibre ne veut pas dire grand chose par rapport à ce qu'elle protège. Et derrière nous avons un sabre avec un talisman que je vais essayer de vous montrer. Et encore derrière, bon là on ne voit plus, je vais revenir à ma vue d'avant, mais nous avons une lance. Je fais une petite pause sur la thématique des armes, donc pour vous expliquer quelle était la musique qui était derrière nous. En fait c'est la chambre sonore, qui est une pièce où ils diffusent des musiques du monde, donc aussi bien des musiques d'Afrique que des musiques asiatiques. Le but de cette pièce est de pouvoir quand même mieux entendre qu'avec les casques qui mettent à notre disposition des musiques d'ailleurs. Donc bon, il y a une grande collection d'objets, d'instruments de musique d'un peu partout. Je vais vous en montrer quelques-uns en détail après. Donc là c'était une des 2 vitrines, je vous en montrerai plus tout à l'heure. Donc nous sommes de retour sur la thématique des armes et des objets en rapport. Nous sommes devant 2 armures de samouraï. Donc celle de gauche qui est là est la plus récente des 2, étant donné qu'elle date du XVIIIe siècle. Je ne peux pas vous dire grand chose sur les armures de samouraï, n'étant pas un grand spécialiste de la culture japonaise. Et nous avons également celle-là, excusez-moi de la coup, qui est une armure beaucoup plus ancienne, qui date du XVe siècle. Entre le XVe et le XVIIe siècle, excusez-moi. Donc une chose qui fait la particularité des armures de samouraï, c'est le fait qu'ils allient le cuir, des fibres végétales et de l'acier pour faire une armure à la fois résistante, légère et aussi silencieuse. Car théoriquement, une armure de samouraï, quand elle est portée, elle n'est pas censée faire du bruit. Après, nous avons 2 katanas de maître
Ne connaissant également pas beaucoup les katanas, je ne vais pas pouvoir vous dire grand chose sur celle-ci. La seule chose que je sais et qui va certainement faire grincer des dents à mes amis, c'est la façon dont elles ont été disposées en vitrine. En fait, la lame appuie sur le carquois et théoriquement, c'est censé abîmer la lame. Bon, nous sommes à l'arrière des deux armures de samouraï de tout à l'heure. Je ne sais pas du tout si on va le voir, mais il y a une chose qui m'a amusé et qui est encore présente sur les protections balistiques actuelles. Bon, les armures de samouraï étaient faites pour protéger plus des sabres que des projectiles. Mais il y a une chose que j'ai remarqué qui est encore également sur les gilets tactiques et les gilets pare-balles actuels, ceux destinés aux militaires, c'est qu'en fait il y a une poignée à l'arrière pour pouvoir tirer le blessé, le sortir du champ de bataille rapidement. Cette fois nous sommes devant un carquois comprenant 13 flèches qui eux n'étaient pas destinés à massacrer son prochain mais à chasser. Une chose qui est amusante que je vais vous montrer, c'est la forme des têtes des flèches qui en fait sont adaptées à la chasse de différents animaux. Bon, n'étant pas un chasseur invétéré, je ne peux pas vous dire exactement à quels animaux était destinée chaque forme de flèche. Normalement, les flèches les plus larges sont destinées, comme celles qui est au centre de l'image, sont destinées à chasser les oiseaux pour avoir une plus grande surface de contact, comme les oiseaux sont quand même des animaux plus vifs. Normalement, les flèches qui est à côté, avec ces grandes pointes qui dépassent vers l'arrière, ce sont des flèches destinées à la pêche, si je dis pas de bêtises. Et celle-ci, je ne pourrais pas dire. Après, nous avons des flèches classiques et avec leur empennage. Pour continuer dans les armes, cette fois, nous sommes en Afrique. Là, nous avons à l'image ce sabre qui est là, qui était un sabre destiné à des rituels, entre autres des sacrifices. Il est magnifiquement travaillé. Nous sommes devant une vitrine qui comporte plusieurs sortes de massues. Bon, je vais arrêter sur la petite thématique de massacrer son prochain, comme il y a quand même des choses plus gaies dans ce musée. Comme je vous disais, le musée comprend des parties sur à peu près toutes les cultures, donc européennes, asiatiques, africaines. Bon, bien entendu, c'est plus détaillé que juste ce continent. Et là, nous sommes devant un masque. Je ne vais pas vous dire son nom, car déjà c'est imprononçable. Mais essayez de deviner d'où il vient. Je vais vous laisser quelques secondes et je vais vous montrer le reste de la vitrine. Ça va peut-être vous aider à trouver d'où vient ce masque. Donc bon, dans la vitrine, nous avons un fouet, que je ne vais pas vous dire son nom non plus, sinon vous allez vite trouver de quel continent on est. Nous avons des petites figurines qui représentent un tribunal. Bon, nous avons également un berceau en bois, et divers objets, divers et variés. Donc en fait, ce masque est un masque qui vient de Suisse. Bon, le nom de ce masque, je pense que tout le monde va se foutre de ma gueule de la prononciation qui va être horrible. C'est le masque Rochagata. Ouh, ça me fait penser un petit peu au langage mignon, ça. Donc c'est un masque qui vient du Valais. Donc, dans cette vitrine, nous avons entre autres une baratte à beurre et des moules à beurre. Donc tous ces objets qui étaient là, qui sont donc pour faire les moules, pour faire des motifs, et la baratte à beurre pour faire le beurre. Le beurre, pour ceux qui ne savent pas, c'est on récupère la crème du lait de la vache qu'on vient de traire, on récupère la crème, on la met dans cet objet, où je pense que vous avez peut-être déjà vu des images où il y a une personne qui fait des allers-retours avec un manche dans une baratte à beurre, du coup. Et donc le but c'était de faire se solidifier le gras et de séparer le petit lait. Nous sommes devant une vitrine consacrée aux Inuits, où nous avons la totalité d'une tenue inuite. Donc pantalon, bottes, moufles, bon, ils appellent ça des mitaines, et une veste. La veste m'a fortement amusé du fait de sa conception, comme elle a une capuche. Donc je vous laisse imaginer, vous venez d'arriver dans un endroit glacial, et vous voyez quelqu'un débarquer avec ça. Donc je pense que les premiers explorateurs qui ont rencontré des Inuits devaient être plutôt surpris du fait de cette tenue. Bon, je sais pas vraiment si ça se voit à l'image, mais en vrai elle a l'air vraiment super méga chaude. Les Inuits étaient très proches des produits de la mer
et entre autres des baleines qu'elles chassaient régulièrement, mais les Inuits étant un peuple très proche de la nature leur rendaient régulièrement hommage. Donc nous avons entre autres ce sceau de cérémoniel qui est recouvert de petites baleines sculptées dans des dents de baleine justement. C'est tout à fait joli, je vais essayer de vous les montrer d'un peu plus près si la caméra accepte de faire la mise au point. Donc oui, elle accepte, voilà. Donc il y a plein de petites baleines qui ont été taillées dans des os de baleine pour leur rendre hommage, étant donné que les Inuits utilisaient vraiment 100% de ce que la nature leur donnait. Là nous en avons un autre, avec une chaîne composée de maillons qui sont en ivoire de baleine et en fibre végétale. Comme c'est quand même très compliqué de pouvoir faire une chaîne continue dans l'ivoire. Donc il y a quand même quelques maillons en fibre naturelle. Et de nouveau des petites baleines sculptées en haut. Nous sommes devant la vitrine qui va de pair avec celle des Inuits, donc, qui représente plusieurs objets qu'ils utilisaient dans leur quotidien. Nous avons là tout de suite à l'image une paire de lunettes de neige qui en fait étaient des sortes de masques avec de toutes petites fentes pour pouvoir réduire la luminosité qui arrivait à l'œil du fait de la forte réverbération qu'il y avait de la lumière sur la neige pour éviter les brûlures de la rétine et ce genre de problèmes. À côté nous avons... oui, j'ai coupé comme il y avait des gens qui arrivaient. Donc là c'est une tête de harpon détachable qui a été taillée dans un os. L'avantage d'une tête de harpon détachable est le fait que en plantant le poisson ou l'animal que l'on voulait chasser, la pointe se détachait et l'animal restait attaché à la perche par le lien entre la perche et la tête du harpon. Et ça permettait d'avoir une image, d'avoir un peu plus de souplesse et éviter que la pointe se casse et que l'animal part. C'est un petit peu comme à la pêche, quand vous ferrez un poisson, vous le fatiguez avant de le ramener pour pas casser la ligne. Parce que la souplesse permettait de fatiguer l'animal, et en fatiguant l'animal, vous pouvez le ramener plus facilement en évitant des risques de casse. À côté, nous avons une dague de chasse qui était destinée à achever les phoques, donc qui est également en os et en bois. Les Inuits, n'ayant pas un milieu très riche en minéraux et en bois, travaillaient beaucoup les os. Donc, une grande partie des objets dans cette vitrine sont en os. À côté, c'est un outil pour effiler les tendons. Donc de nouveau, pour pouvoir les réutiliser et faire des choses différentes avec. Bon, en haut, nous avons un allume-feu, une lampe à huile, et de nouveau un autre couteau en os, que ma caméra refuse de faire la mise au point. Après, nous avons également un petit jeu là. Je ne sais pas du tout quel est le nom de ce jeu, parce que c'est juste écrit jeu avec son origine, donc je ne pourrais pas vous en dire plus. Après, nous avons cet objet fort particulier, qui en fait servait à faire comme une extension pour le bras pour pouvoir lancer une lance avec plus de force. J'essaierai de vous mettre une photo ou peut-être même une vidéo de l'utilisation de ce genre d'objet. Et à côté, nous avons une arme de jet. Donc c'est plusieurs petits poids qui sont des morceaux d'os, si je ne dis pas de bêtises, attachés entre eux avec des fils, et en fait qui servaient à chasser les oiseaux. Donc on l'envoyait sur la joue, l'oiseau s'empêtrait dans les fils et donc il tombait au sol et ça permettait de pouvoir chasser les oiseaux. Et nous avons, je me déplace encore une fois, excusez-moi, 2 couteaux houlous qui sont des couteaux destinés aux femmes qui étaient utilisés pour dépecer les animaux, donc enlever la peau et enlever la chair qui est sur cette peau pour continuer à travailler la peau. Comme je vous disais tout à l'heure, les harpons avaient une tête détachable pour faire un petit peu comme une ligne de pêche pour pouvoir fatiguer l'animal avant de le remonter. Donc je vous montre la corde qui était utilisée. Donc c'était une lanière de cuir, si je dis pas de bêtises. Et à côté, nous avons le support qui était destiné à cette corde pour pouvoir la poser, pour pas qu'elle s'en mêle et pour que l'animal puisse partir un petit peu avec la corde. Bon, dans cette vitrine, nous avons de nouveau des instruments de musique. Celles-là, je ne vais pas vraiment vous en parler, ce sont essentiellement des instruments à peu près classiques, donc en passant tambour ou violon. Donc beaucoup d'instruments à cordes, des instruments à peu près classiques que tout le monde connaît, donc je ne vais pas m'y arrêter. Je vais aller au niveau de l'autre pour vous montrer des instruments de musique un peu plus particuliers. Bon, nous sommes au niveau de l'autre vitrine des instruments de musique.
Bon, je ne vais pas vous le montrer en entier comme il y a une dame qui est devant. De toute façon, je vous l'ai déjà montré tout à l'heure. Donc là, nous sommes au niveau d'un corps qui est en coquillage. Si je ne dis pas de bêtises, c'est un instrument qui vient du Japon. Donc c'est vraiment un très très gros coquillage, il doit faire dans les 30 cm. J'ai déjà entendu le bruit que font ce genre de corps. Je vais regarder si j'arrive à vous trouver une vidéo. Car c'est le bruit typique qu'on voit dans les films de guerre juste avant une charge. Nous sommes devant un collier de sifflet d'un guérisseur. Donc ce collier comporte différents morceaux de bois, d'os et de cornes sculptées qui sont tous différents sifflets ou juste des amulettes. Donc ils sont tous taillés de façon différente et il y a une grande diversité pour pouvoir faire différents bruits, différents sifflements. Bon, il doit tourner autour de 2h30, 3h de l'après-midi. Donc le musée commence à se remplir tout doucement. Bon, il n'y a jamais énormément de monde, étant donné que le musée est quand même plutôt grand. Mais ça commence à être un peu compliqué pour moi de vous montrer des choses sans avoir de perturbations audio dues aux autres personnes ou à des gens qui rentrent dans le cadre. Donc je ne sais pas encore combien de temps je vais faire durer la vidéo. Comme je vous ai quand même présenté pas mal de choses intéressantes, donc je vais peut-être aller vous montrer le bâtiment tout de suite ou un peu plus tard. Étant donné qu'il y a encore 2 autres étages, mais qui ne sont pas des étages d'exposition. Au premier étage, c'est une zone pédagogique, donc pour faire des ateliers, des choses avec les enfants. Et au dernier étage, c'est une bibliothèque avec un espace de travail. Et je vais essayer également de demander si je peux quand même accéder à l'exposition temporaire, mais c'est pas sûr. Je vais continuer à vous montrer 2-3 bricoles tant que c'est tranquille. Donc nous sommes devant le crâne d'un ancêtre. C'est un crâne qui vient d'Indonésie. Ce crâne a été décoré et conservé pour pouvoir faire des rites d'initiation et pour pouvoir conserver et transmettre la puissance de l'ancêtre, donc son esprit, ses connaissances. Il a été richement décoré avec des plumes, des coquillages, des baies. C'est tout à fait impressionnant malgré le fait que c'est quand même un crâne humain. Étonnamment, c'est pas si morbide que ça, en tout cas à mes yeux. Ça a vraiment un côté mystique, quelque chose de spécial. C'est difficile à décrire, je vous conseille de venir le voir. Bon, nous avons là un autre crâne, également un crâne de cérémonie. Lui vient de Papouasie-Nouvelle-Guinée, pardon. Ce crâne, on ne voit pas vraiment que c'est un crâne humain, mais c'est un crâne humain qui a été recouvert d'argile et de différents matériaux végétaux pour lui donner cette apparence. Bon, il était, comme l'autre, également conservé dans une hutte pour faire des cérémonies, des rites de passage pour les jeunes. Nous sommes devant un autre crâne qui, lui, vient du Pérou. C'est un crâne inca. Les Incas pratiquaient régulièrement une chose qui était la déformation des crânes. À partir de la plus jeune enfance, ils mettaient des cordelettes et des bandelettes pour pouvoir faire que le crâne s'allonge en fait, donc durant la croissance de l'enfant. Je ne sais pas exactement à quoi il servait. D'ailleurs, à ma connaissance, les scientifiques ne le savent pas vraiment non plus. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de spéculations avec ces crânes allongés, les extraterrestres, les complotistes et tout ça, la théorie des anciens astronautes. N'étant pas très fan de complot, de toutes ces choses-là, je n'ai pas vraiment étudié le sujet. Après, les Incas étaient connus pour avoir de grandes connaissances médicales qui dépassaient de plusieurs siècles leur époque. Donc, je me décale un peu pour pouvoir vous montrer en fait une trace de trépanation. La chose qui est vraiment impressionnante avec cette trace de trépanation, c'est la précision avec laquelle elle a été faite. Donc on voit, c'est des traits vraiment nets, on voit qu'il y a vraiment un petit morceau qui a été enlevé. Malheureusement, il n'y a pas vraiment de précision sur ce crâne, comme je vous disais tout à l'heure. C'est juste des objets qui sont exposés sans forcément avoir beaucoup d'explications. Donc je ne peux pas vous dire si ça l'a sauvé, si c'était une expérience, si ça l'a tué. Je ne peux pas vraiment vous dire ce qu'il en est par rapport à cette trépanation.
Je peux juste vous dire que ce crâne est vraiment très perturbant du fait de sa forme et également de cette trace de trépanation qui montre les grandes connaissances médicales des Incas. Moi qui suis très scientifique, je trouve ça quand même plutôt perturbant. Du fait de la faible luminosité qu'il y a dans la salle d'exposition, ma caméra a consommé plus d'énergie que d'habitude. Donc je vais faire une petite pause et me poser 2 minutes pour la faire charger. Donc je vous dis à tout à l'heure et on retournera à l'exposition permanente. Bon, j'ai fini de faire charger un peu ma caméra. Donc je retourne un moment à l'exposition permanente pour vous montrer encore 2-3 petites choses. Et ensuite, je vous montrerai les 2-3 espaces de travail qu'il y a dans les étages. A tout de suite. Oui, nous sommes de retour dans l'exposition permanente. Nous sommes dans le coin des îles et de l'Australie. Et là, nous sommes devant la maquette de 3 pirogues. Qui sont des maquettes qui sont faites par les Polynésiens, qui étaient faites à l'époque pour apprendre la navigation aux jeunes générations et également pour pouvoir communiquer leur savoir en navigation avec les Européens. Les Européens ont également fait le contraire, donc montrer comment était leur embarcation. Les embarcations polynésiennes sont en règle générale faites en 2 parties, donc avec une coque principale et un balancier. Je ne sais pas si c'est le terme correct, mais voilà. Les balanciers étaient là pour pouvoir mieux supporter les grosses vagues qu'il y avait dans ces régions et pour avoir plus de stabilité. Nous sommes devant une défense d'éléphant qui elle est entière et taillée. C'était une défense d'un hôtel royal. Bon, évidemment, comme vous pouvez vous en douter, l'ivoire n'a pas été prisé que par les Asiatiques. Étant donné qu'à peu près toutes les cultures, aussi bien la française que l'africaine que l'asiatique, ont utilisé de l'ivoire pour la sculpter, pour faire des bijoux, des décorations. Donc là en l'occurrence c'était une défense qui était dans un temple qui a été détruit par les flammes. Je vais essayer de me déplacer pour vous montrer que les dégâts que les flammes ont fait. Hop. Je sais pas si ça va se voir à l'image, il y a une partie qui est noire. Et en fait, l'ivoire est un matériau qui est très très résistant aux flammes, parce que l'ivoire ne brûle pas. Donc c'est pour ça que lorsque vous voyez les destructions de défense et de saisie aux braconniers, les flammes, elles sont un peu spéciales, elles sont un peu bizarres, parce qu'en fait le feu est alimenté en essence et en kérosène pour en fait faire en sorte que l'ivoire se casse en petits morceaux et qu'elle se désintègre, parce que comme l'ivoire ne brûle pas en fait. Nous sommes devant une statue qui ressemble un petit peu à un totem. Ils appellent ça un poteau. Un poteau bisj, B-I-S-J. Je ne sais pas du tout si je prononce correctement. C'est une statue qui est originaire d'Indonésie et qui est taillée en fait directement dans le tronc d'un palétuvier. Excusez-moi de la petite hésitation. Et en fait, une chose qui est plutôt amusante, je vais me rapprocher pour pouvoir vous le montrer correctement. C'est le pénis de la statue. Voilà, bon, ça va faire ricaner les gamins, c'est drôle, voilà. Mais en fait, pour avoir cette petite protubérance sans devoir trop tailler, en fait, le pénis est taillé directement dans une racine qui sort du tronc. Parce que bon, les palétuviers sont des arbres avec beaucoup de racines qui sortent un petit peu dans tous les sens. Et donc, ils gardent une de ces racines ou une de ces branches pour pouvoir tailler le pénis dedans. Bon, une autre chose que l'on voit en quantité dans le musée, c'est les masques et tous les objets rituels. Donc là, nous en avons de nouveau un qui sont du Vanuatu, pardon, excusez-moi. Donc ces masques étaient relativement, quasiment tout le temps composés d'un masque taillé dans du bois, paré de plumes, de fibres végétales et d'autres éléments, souvent animaux également. Donc bon, il y en a une très grande diversité, je ne vais pas tous vous les montrer, mais je vous en montre ces deux-là. Bon, je vais me diriger vers les étages. Je ne vous ai pas montré toute l'exposition, évidemment, pour que vous puissiez venir la voir et qu'il vous reste des surprises. Entre autres, derrière moi, vous devez certainement voir des cloches qui viennent de Savoie et de Suisse. Donc l'exposition est vraiment très vaste, comprend beaucoup d'objets d'un peu partout sur Terre.
de toutes les cultures, de tous les âges, de toutes les époques. C'est vraiment très très intéressant. Moi je vous conseille vraiment d'y venir. Je vous rappelle que tous les musées publics en Suisse, à Genève pardon, sont gratuits. Donc vous pouvez vraiment y venir, même si c'est pour y passer une demi-heure, un quart d'heure lors de votre pause. C'est vraiment très intéressant. Ici, la seule chose qui est payante, c'est l'exposition temporaire. Comme je vous disais tout à l'heure, les expositions temporaires coûtent quand même beaucoup plus cher à préparer et à exposer que les expositions permanentes. Étant donné qu'il faut des gens pour enlever l'exposition précédente, remettre la nouvelle. Ensuite, il faut faire de la publicité pour cette exposition. Et en général, c'est souvent des collections privées, donc il faut les louer également. Donc c'est pour ça que l'exposition temporaire est payante. Après, si vous n'avez pas envie de payer, l'exposition permanente est vraiment très très intéressante. Là, par exemple, nous avons toute une collection de cannes qui sont magnifiquement sculptées. Voilà, donc moi je vais me diriger vers les étages, je vais vous montrer la bibliothèque, et si les espaces ludiques ne sont pas occupés, je vais également vous les montrer. Donc on se retrouve en haut. Bon, nous sommes arrivés au niveau de la bibliothèque. Je vais la traverser, je vais aller jusqu'au bocal et je vous parlerai de la bibliothèque une fois arrivé de l'autre côté. Nous sommes dans le bocal. Le bocal est un espace de travail pour pouvoir venir travailler à plusieurs sans déranger la bibliothèque. Donc, nous sommes à l'autre bout de la bibliothèque. Bon, comme je vous disais, je suis dans le bocal qui est un espace de travail fermé, un petit peu extérieur à la bibliothèque, pour pouvoir travailler à plusieurs sans gêner. Donc bon, la bibliothèque n'est pas très grande, mais a une très grande diversité d'ouvrages sur les voyages, l'ethnographie, les différents continents. Donc la bibliothèque, à ma connaissance, on peut venir y consulter un livre gratuitement. Après, pour tout ce qui est retirer un livre, je ne sais pas. Voilà, je vais couper comme un caca carré. Oui, donc je réponds. Donc le bocal, là où je suis, théoriquement, peut être réservé gratuitement pour venir y travailler. Normalement, c'est obligatoirement sur réservation, histoire qu'il n'y a pas de conflit si deux groupes arrivent à l'improviste. Bon, voilà, la collection est plutôt complète. L'architecture du bâtiment, comme nous sommes tout en haut, nous sommes au niveau de la jointure. Comme je vous disais, le bâtiment est très moderne. Bon, nous sommes dans un espace qui s'appelle le salon de musique, qui est un espace consacré à la musique qui a été enregistrée pour la musique d'ethnographie. Comme je vous disais tout à l'heure, la musique d'ethnographie a une très grande collection d'instruments de musique. Et également faire en sorte de pouvoir répertorier un maximum de musique des différentes ethnies, des différents endroits du monde. Donc là, il y a une bonne partie des extraits qui sont disponibles. Après, il y en a beaucoup plus dans la réserve et tout. Mais il y a quand même une bonne partie qui sont accessibles à tous sur les ordinateurs qui sont ici. Je vais vous montrer un peu l'espace. Et nous sommes au-dessus de la bibliothèque. Bon, nous sommes en plein mois de juillet. On doit être le 28 si je dis pas de bêtises. Et il y a quand même des étudiants qui sont là pour pouvoir travailler. Bon, nous sommes au premier étage. Sur ma droite, un peu plus loin, là, il y a un espace pédagogique qui est là où actuellement un musée tactile. Donc on peut toucher les instruments de musique partout, on peut les utiliser. Malheureusement, il y a des gens, donc je ne suis pas sûr que je vais pouvoir les filmer. Donc je vais aller voir si je peux y rentrer et si ça ne dérange pas si je peux filmer. Si je peux, je testerai différents instruments de musique, comme ça vous pouvez bien vous foutre de ma gueule, comme je n'ai aucun talent musical. Donc bon, je vous dis à tout de suite et je vous tiens au jus si je peux ou si je peux pas filmer là-bas. Je me suis mis un peu à part, comme je suis pas le seul, qu'il y a plusieurs personnes. Donc actuellement, au musée d'ethnographie, il y a un atelier, c'est un musée tactile, où on peut toucher, utiliser différents instruments. Donc je vais vous en montrer quelques-uns et voir ce que je peux faire malgré que je suis un bien peut-être musicien. Bon, je suis ici, il y a plusieurs trucs. Il y a un instrument qui me revient bien, c'est le marxeur, donc c'est quelque chose. Donc je vais triturer un peu.
apparemment je suis bon uniquement à lancer la charge. Alors voilà. Ouais. Bon, comme je vous ai dit, je fais partie des gens particulièrement mauvais avec les instruments de musique. Et entre autres, le seul truc que j'arrive à faire, c'est ça. Donc, mis à part lancer la charge, je ne sais pas faire grand chose. Bon, après, je sais aussi utiliser un bong. Je sais que c'est pour les gens. Ça fait longtemps que je n'ai pas joué le couteau. Moi j'aime mieux avec les doigts. Vous enregistrez du film alors. Non, c'est avec les ça, je t'enlève, t'as les mains. Je viens de quitter le musée tactile. Donc j'ai pu essayer différents instruments de musique, tous plutôt sympas. J'étais avec deux enfants et leur grand-mère, qui étaient plutôt sympas. Et on s'est bien amusé, on a pu tester plein d'instruments différents. C'était vraiment cool. Donc le professeur, celui qui a fait plusieurs démonstrations que je vais mettre dans la vidéo, il s'appelait Camille. C'est un petit peu un homme orchestre, je dirais, d'un premier terme. Donc il est professeur de musique et il s'est joué de plein d'instruments un peu spéciaux comme ceux qui étaient là. Là je vais me diriger vers l'exposition temporaire, comme j'ai eu l'autorisation d'y aller pour finir. Donc on se retrouve en bas. Yep les gens. Donc l'exposition temporaire, comme j'y suis allé tout à la fin, j'avais plus vraiment de batterie. J'ai pas pu filmer en plus à cause que l'environnement est trop sombre.
Ils ont fait une exposition un petit peu ambiance sous-bois. Le problème, c'est que ma caméra ne suit pas, comme vous le savez, elle n'est pas adaptée aux environnements de nuit ou à faible luminosité. Donc je vais vous les mettre à la fin de la vidéo, juste après. Je regarderai si je peux vous trouver une musique qui va bien avec. Moi je vous remercie d'avoir regardé la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Donc si elle vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like, à laisser un commentaire, positif ou négatif, hein, pour me dire vos impressions, ce que vous en pensez, à donner votre avis. N'hésitez pas à aller liker la page Facebook aussi pour avoir toutes les actualités sur le projet, savoir tout ce qui se passe, savoir les prochaines vidéos, elles parleront de quoi, elles seront où. N'hésitez pas également à, si vous voulez soutenir le projet, la meilleure façon de le soutenir, je vous rappelle toujours, c'est en le partageant. Plus vous me ferez connaître, mieux le projet arrivera à se développer. Et je remercie le musée d'ethnographie de m'avoir accordé cette autorisation de tournage. Donc voilà, merci. A plus les gens.